salé, je comprends pas comment ça marche. Moi, je veux bien que ce soit génétique, je sais pas, mais expliquez-moi comment ça marche. C'est quoi le processus? Ça tombe bien, c'est aujourd'hui qu'on va expliquer le lien entre la criminalité et la génétique. Imaginez qu'un enfant naisse et son père biologique a un lourd casier judiciaire. Mais il est adopté quelques jours après sa naissance par une famille aisée sans aucun antécédent avec la justice. Il ne connaîtra jamais son père biologique et ne mettra jamais les pieds dans son quartier d'origine. La question qu'on peut se poser, c'est à quel point son destin est-il déjà scellé par son ADN? C'est une question qu'on a tendance à éviter et on comprend pourquoi. L'idée la plus rassurante, c'est que la criminalité est purement le fruit d'un environnement défavorisé, que c'est dû à un manque d'opportunités et à des mauvaises fréquentations. C'est rassurant parce que ça implique quelque chose de réparable. C'est l'éducation et rien d'autre. Si c'est l'environnement le problème, il suffit de réparer l'environnement. Mais dès qu'on plonge dans la génétique comportementale et les neurosciences cognitives, la réalité s'avère beaucoup plus complexe que ça. On est loin du mythe du criminel né, le gène du tueur, ça n'existe pas. La biologie joue un rôle qui interagit avec l'environnement et qui ne dit jamais rien de définitif sur un individu. C'est cette interaction qu'on va démêler aujourd'hui. On va s'appuyer sur des décennies de recherche, des études de jumeaux, des registres d'adoption et les outils les plus récents de la génomique. Et pour poser le cadre dès le départ, il y a une métaphore qui marche très bien. L'ADN humain, ce n'est pas un code pénal. C'est plutôt un jeu de cartes qu'on distribue à la naissance. Les gènes, ça représente la main qu'on reçoit, et c'est l'environnement qui va décider de la façon dont la partie sera jouée. Avant d'aller plus loin, il faut revenir sur comment la science a échoué par le passé, parce que c'est utile de comprendre comment on a changé d'approche. Au 19e siècle, les scientifiques les plus respectés d'Europe étaient convaincus qu'on pouvait repérer un criminel potentiel en mesurant son crâne avec un compas. C'était l'anthropologie criminelle selon Cesare Lombroso. Selon lui, la déviance devait forcément laisser une trace physique, c'est une sorte d'empreinte anatomique. Un criminel, c'était pour lui une forme de régression évolutive. C'était un être biologiquement inachevé avec un cerveau plus petit. Stéphane Jay Gould note que le volume crânien moyen des 121 criminels que Lombroso avait mesuré s'établissait à 1450 cm3. Celui du groupe de contrôle, les citoyens respectueux de la loi, était à 1484 cm3, soit une différence de 34 cm3, soit à peu près l'épaisseur d'un trait de crayon sur un organe de cette taille. Statistiquement, c'est du bruit, rien de plus. Lombroso voyait ce qu'il voulait bien voir. Il pliait la réalité pour la faire entrer dans son hypothèse, et personne ne s'était donné la peine de vérifier ses propres chiffres à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres chercheurs tiraient dans la direction inverse. L'anthropologue Paul Topinard avançait l'hypothèse qu'une surabondance d'activité cérébrale pouvait pousser au crime. C'est le syndrome du génie du mal. L'intellect déborde tellement des cadres sociaux qu'il se tourne vers l'indestruction par ennui ou par cynisme. Ce que ça nous dit, c'est que la question du cerveau et du crime agite les esprits depuis très longtemps, mais que pendant des décennies, on cherchait dans la mauvaise direction. On mesurait le boîtier au lieu d'analyser le logiciel. C'est le glissement conceptuel majeur du XXe siècle. On abandonne la morphologie pour s'intéresser aux capacités cognitives. Pour comprendre le rôle de la biologie dans le comportement criminel, les chercheurs ont dû résoudre un problème méthodologique assez casse-tête. Comment savoir si un fils reproduit les délits de son père à cause de l'exemple quotidien qu'il a sous les yeux ou bien à cause de l'ADN qu'il a hérité? Dans une famille classique, c'est impossible à démêler. Donc la science s'est tournée vers des expériences naturelles, des situations qui permettent d'isoler les deux variables. La première, ce sont les études de jumeaux, qu'on voit très souvent sur la chaîne. L'une des études fondatrices a été menée au Danemark par Christensen dans les années 70. Le Danemark revient souvent dans ses recherches parce que c'est un pays qui tient des registres nationaux depuis des décennies. Ils ont des registres civils, des casiers judiciaires, des données médicales. Tout ça, ça permet un croisement qu'on ne peut pas faire ailleurs. Christensen a épluché les casiers d'une grande cohorte de jumeaux et il a trouvé que chez les vrais jumeaux, ceux qui partagent 100% de leur ADN, leur taux de concordance pour la criminalité était d'environ 36%. Si un jumeau est condamné, il y a plus d'une chance sur 3 que l'autre le soit aussi. Chez les faux jumeaux, les dizygotes, qui ne partagent que la moitié de leurs gènes comme les frères ordinaires, ce taux chutait autour de 12%. Les vrais jumeaux ne partagent pas seulement leurs gènes, ils partagent aussi un environnement plus similaire que les faux jumeaux. On les habille pareil et ils ont souvent les mêmes amis parce que la société les traite parfois comme une seule entité. Ce taux de 36%, ça pourrait refléter une pression environnementale plutôt qu'une pression biologique. Et c'est une critique solide, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a révisé les chiffres des années 70, sauf que ce qu'on a trouvé, c'est que les chiffres de Christensen étaient très bas. Les méta-analyses modernes sur les comportements antisociaux situent les héritabilités nettement plus haut, généralement entre 45 et 60% à l'âge adulte.
La fourchette dépend des traits qu'on mesure et de la définition qu'on leur accorde. L'étude de Christiansen, ça reste une étape historique, mais ses estimations étaient trop basses. Les travaux de Christiansen reposaient uniquement sur les verdicts des tribunaux. C'est un bon indicateur, mais il est biaisé. La génétique comportementale privilégie un regard plus vaste, englobant les schémas de comportement antisociaux ancrés dans la durée. Surtout, la recherche actuelle opère une rupture entre deux parcours de vie. D'un côté, il y a la rébellion juvénile, où l'influence de l'ADN est statistiquement dérisoire. Cette rébellion est éphémère. Mais de l'autre, il y a la délinquance chronique, qui s'installe à l'âge adulte et sa composance héréditaire s'avère bien plus prégnante. Aujourd'hui, on parvient mieux à isoler le signal génétique des influences du foyer. Et ce qu'on observe, c'est un grand classique de la génétique comportementale. À mesure qu'un individu gagne en maturité, les prédispositions biologiques finissent par prendre l'ascendant sur les facteurs environnementaux de l'enfance. Mais pour contourner complètement le biais de l'environnement des jumeaux, les chercheurs ont dû trouver autre chose. Des individus qui possèdent l'ADN d'une famille mais qui grandissent dans une autre. Ça, c'est permis par les études d'adoption. Les travaux de Mednick et Hutchin, toujours à partir du registre danois, ont traqué l'historique de plus de 14 000 enfants adoptés hors de leur famille biologique à la naissance. Et les résultats sont frappants. Un enfant adopté dont seul le père adoptif a un casier judiciaire présente un risque de condamnation légèrement supérieur à la moyenne. C'est l'effet de l'environnement, de l'exemple du quotidien. Ces enfants présentent un risque de condamnation d'environ 15%, soit à peine au-dessus de la moyenne des adoptés qui est autour de 13 et 14%. Mais quand c'est le père biologique qui a un passé criminel, un homme que l'enfant n'a jamais croisé dans un milieu qu'il n'a jamais connu, ce risque grimpe significativement plus haut. Dans cette situation, on monte autour de 20 à 22%. Mais quand c'est les deux pères qui ont des antécédents, l'effet est encore plus fort. Les deux influences s'ajoutant l'une à l'autre. Dans cette situation, on atteint les 36%. Ce qu'on voit dans ces données, c'est d'abord une influence génétique, et qui est amplifiée par l'environnement. Des estimations globales comme celle de Cloninger suggèrent qu'environ 50 à 60% de la variance des comportements antisociaux serait liée à des facteurs génétiques. On parle alors d'héritabilité. On estime que dans une population donnée, ce qui fera la différence dans les comportements antisociaux s'explique entre 50 et 60% par de la génétique. C'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, parce qu'il varie selon les études à cause des différentes populations étudiées, et surtout, il est différent selon les définitions de la criminalité. Mais on va dire qu'il donne un ordre de grandeur. Parce que oui, toutes les délinquances ne se valent pas, surtout en fonction de l'âge. La chercheuse Terrier-Moffitt, une figure incontournable dans le domaine, a proposé une taxonomie aujourd'hui bien établie qui divise les comportements délinquants en deux grandes catégories. Elle distingue la délinquance juvénile de la criminalité persistante. La délinquance juvénile est très faiblement héritable. Les études de jumeaux la situent parfois à moins de 10%. Statistiquement, c'est presque rien, parce qu'il faut ajouter à ça le bruit, donc lorsqu'on est sur ce taux d'héritabilité, on estime qu'on n'est pas sur quelque chose d'intéressant et de significatif. Commettre des larcins à 15 ans, c'est massivement dicté par l'environnement. Ça peut être la pression des pairs, l'envie de s'intégrer dans un groupe, ou le besoin instinctif de défier l'autorité. C'est une phase conjoncturelle, c'est une sorte de rite de passage social pour certains enfants. Mais quand on continue à être criminel à 30-40 ans, ça c'est ce qu'on appelle un trouble de la personnalité antisociale. Et là c'est toute une autre histoire. L'héritabilité grimpe brusquement autour de 40 à 45% en moyenne. Le fait de continuer à escroquer des gens ou à commettre des délits de façon chronique à l'âge adulte, ça relève d'un trait beaucoup plus profond. Après l'adolescence, la pression sociale diminue drastiquement et c'est la biologie qui prend le relais. Maintenant, est-ce que tous les crimes se valent du point de vue génétique ? On aurait tendance à imaginer que la violence physique, c'est ce qu'il y a de plus viscéral, parce que c'est carrément un comportement animal. Et que le vol, la fraude ou le cambriolage, c'est plus calculé, c'est quelque chose de réfléchi, donc nettement moins biologique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les données montrent carrément l'inverse. Les études de jumeaux, notamment celles de Cloninger et Gottesman, suggèrent que la criminalité contre les biens aurait une héritabilité nettement supérieure à celle des crimes violents. Bon, les chiffres sont encore débattus et ils ont été revus depuis les années 80, mais la direction reste intéressante. Les voies biologiques qui mènent à ces deux types de crimes semblent partiellement distinctes. Comment ça se fait ? La réponse tient à la nature de ces comportements. La violence est très souvent circonstancielle. Elle naît d'une réaction immédiate à l'environnement. Une insulte mal digérée, ça peut dégénérer en bagarre. Il y a surtout un catalyseur environnemental majeur, c'est l'alcool.
Les études suédoises sur l'adoption ont mis en lumière quelque chose de frappant. La criminalité sans abus d'alcool correspond très majoritairement à des délits contre les biens. Mais dès qu'on introduit l'alcoolisme, qui d'ailleurs possède sa propre composante génétique, on le verra un peu plus tard, les crimes basculent vers la violence et la répétition. L'alcool fait sauter les inhibitions et déclenche une violence purement réactionnelle. L'alcool n'est pas seulement un facteur environnemental externe, il possède lui aussi une composante génétique qui est très marquée. L'héritabilité des troubles liés à l'alcool se situe généralement entre 50 et 60%. Et surtout, ces facteurs génétiques se chevauchent fortement avec ceux qui prédisposent à des comportements antisociaux. Les corrélations génétiques entre l'alcoolisme et la criminalité chronique tournent autour de 0,45 à 0,70 selon les études. En clair, une partie des gènes qui augmentent le risque de la dépendance à l'alcool augmente également le risque de l'impulsivité et du faible contrôle inhibiteur. Quand le père biologique est à la fois criminel et alcoolique, le risque de criminalité chez l'enfant adopté augmente bien plus. L'alcool agit comme un catalyseur puisqu'il vient désinhiber le cerveau. Il réveille la vulnérabilité et vient l'amplifier. Contrairement aux agressions violentes, le vol demande une prise de risque calculée, de la planification et un véritable sang-froid, surtout quand il y a récurrence. Transgresser des règles de façon répétée pour s'enrichir, ça nécessite certains traits de personnalité. Et ce sont ces traits-là qui sont fortement héritables. Évidemment, il n'y a pas de gène du cambriolage. La biologie ignore totalement l'existence du code pénal et des lois de la société. Ce que l'ADN transmet, ce sont des traits psychologiques et neurocognitifs, pas des infractions. Les traits les plus associés à la criminalité dans la recherche, ce sont d'abord l'impulsivité et le faible contrôle de soi. Ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui permettent la capacité à inhiber une réaction immédiate en anticipant les conséquences. Ensuite, dans les profils proches de la psychopathie, on retrouve ce que la recherche appelle les traits call-out unemotional. C'est une absence presque complète d'empathie qui permet d'agir sans en ressentir le poids moral de l'acte. Ces traits ont une héritabilité élevée et sont aujourd'hui au centre de certains modèles explicatifs les plus solides. Là encore, l'héritabilité se situe autour de 40 à 60% selon les méta-analyses. On retrouve à peu près toujours le même taux. S'y ajoutent des traits machiavéliques, de la manipulation stratégique des autres pour un gain personnel. On pourrait parler de perversion narcissique. Bon, on pourrait, parce que c'est pas très scientifique. Mais au moins, ça vous donne un peu une idée de quoi on parle. Ce genre de traits ont une héritabilité qui oscille entre 40 et 55%. Le tout est associé à un faible niveau de conscienciosité, c'est-à-dire une certaine difficulté à respecter les règles et à planifier de façon responsable. L'héritabilité est estimée entre 35 et 50%. Et aussi une recherche modérée de sensations fortes, qui favorise la prise de risques calculée plutôt que purement impulsive. Elle présente une héritabilité autour des 50%. Évidemment, ces traits ne sont pas indépendants, ils forment un ensemble cohérent et se chevauchent. Le tout permet de faciliter la transgression répétée des normes sociales. C'est pour ça que cet ensemble présente une héritabilité plutôt élevée, ce qui explique en partie pourquoi la criminalité contre les biens apparaît plus souvent influencée par des facteurs génétiques que la violence purement réactionnelle. Un autre trait qui est fortement héritable et qui est associé à la criminalité, c'est peut-être le plus évident d'ailleurs, c'est le quotient intellectuel. Les populations carcérales présentent des scores inférieurs à la moyenne de la population générale. Les méta-analyses les plus récentes situent cet écart autour de 10 à 15 points selon les pays et les types de délinquance. Un score cognitif plus faible ne pousse pas au crime en soi. Le lien est indirect, il est médié. Avoir un faible QI, ça engendre des difficultés d'apprentissage, ce qui provoque souvent l'échec scolaire, et cet échec marginalise l'individu sur le marché du travail. Ça augmente le risque de glisser vers la délinquance. C'est un effet ricochet, mais ce n'est pas du déterminisme. Dans les années 70, il y avait une théorie intéressante qui était proposée par Eysenck. Sa théorie, c'est celle de l'éveil cortical. L'idée, c'est que certains individus naissent avec un niveau d'éveil interne du cerveau naturellement très bas. Leur système nerveux est, disons, en sourdine. Pour atteindre un niveau de stimulation suffisant, ils ont besoin de décharges d'adrénaline bien plus importantes que la moyenne. D'où un ennui chronique et une recherche compulsive de sensations fortes. Ce que leur génétique leur donne, c'est ce besoin. Ce que l'environnement détermine, c'est le terrain de jeu. Le même individu peut devenir médecin urgentiste, pompier ou trader, mais si certaines opportunités lui sont fermées, il va rechercher des sensations fortes dans la transgression. Il reliait son modèle au quotient intellectuel, mais de façon secondaire. Il considérait que les personnes à faible QI avaient plus de mal à se conditionner socialement.
Un faible niveau cognitif, ça aggrave le problème de conditionnalité déjà présent chez les extravertis à faible aerosol. Bon, j'ai forcé un petit peu l'accent, mais je vais vous expliquer ce que c'est. Ça désigne le niveau d'activation physiologique de base du cortex cérébral, c'est-à-dire à quel point le cerveau est réveillé ou stimulé lorsqu'il est au repos. Et lui, il s'intéresse surtout aux personnes qui ont un faible niveau d'éveil. Il voyait le faible QI comme un facteur de risque additionnel pour la criminalité. Il réduit la capacité à anticiper les conséquences à long terme et à internaliser les normes sociales de manière abstraite. Cette théorie a le mérite de pointer le rôle de la régulation de l'éveil dans les comportements à risque, mais elle est aujourd'hui considérée comme partielle et datée. Les recherches actuelles s'appuient beaucoup moins sur l'éveil cortical et beaucoup plus sur les fonctions exécutives, le contrôle inhibiteur et les traits call-outs unemotional pour expliquer les profils criminels. Maintenant, si on revient à la fonction des capacités cognitives, il y a un mécanisme précis qui mérite qu'on s'y arrête. C'est un mécanisme qui explique non seulement le comportement criminel, mais aussi des dizaines de comportements à risque dans la vie quotidienne. Dans les années 80 et 90, les compilations de données sociologiques, notamment les travaux d'Arthur Jensen et d'autres chercheurs, ont dessiné un portrait statistique assez constant. En moyenne, les populations incarcérées et condamnées présentent un profil cognitif inférieur à la moyenne de la population générale. Cette corrélation persiste même quand on contrôle le statut socio-économique, c'est-à-dire quand on neutralise statistiquement les effets de la pauvreté. L'objection, c'est que nos prisons sont remplies de criminels moins habiles, c'est ceux qui se font attraper. Et s'ils avaient été plus intelligents, ils ne se seraient pas fait coffrer. C'est logique. L'argument du génie du mal insaisissable est assez puissant, mais les chercheurs ont répondu avec des études d'autodéclaration où on a garanti une immunité totale à des individus pour qu'ils rapportent les délits pour lesquels ils n'ont jamais été inquiétés. La corrélation persiste. Les individus très actifs dans la criminalité mais qui passent jamais sous les radars n'affichent pas un profil cognitif significativement supérieur à ceux qui finissent incarcérés. La tendance globale reste la même. Quand on est un criminel, on a un quotient intellectuel inférieur à la moyenne. Et ça, d'environ 10 à 15 points de QI. Une étude menée à Copenhague sur environ 1500 garçons suivis depuis l'enfance illustre le mécanisme. Sans grande surprise, les fils de pères ayant un passé criminel présentaient un risque bien plus élevé de développer eux-mêmes un comportement délinquant. Mais en isolant exclusivement ces jeunes à très haut risque social, ceux qui grandissent dans des foyers avec des pères criminalisés, puis en regardant ceux qui distinguaient ceux qui reproduisaient le schéma de ceux qui y échappaient, une variable ressort nettement. Ceux qui restaient hors du système pénal possédaient en moyenne un score cognitif supérieur d'un écart type entier par rapport à ceux qui avaient commis des délits. Au sein d'un même environnement lourdement désavantagé, face aux mêmes pressions socio-économiques, un traitement de l'information plus performant agissait comme un outil de résilience. Ça rend pas ces individus intrinsèquement vertueux, mais ça leur permet de voir le mur avant de foncer dedans. Et pourquoi ça marche comme ça ? C'est simple, il faut comprendre le concept d'horizon temporel. C'est l'une des clés les plus importantes pour comprendre les comportements à risque en général. L'horizon temporel, c'est lié au cortex préfrontal. C'est la capacité à simuler mentalement des futurs possibles, à projeter les conséquences d'une action dans le temps. Pour qu'une personne refuse une gratification instantanée, que ce soit voler un objet ou frapper quelqu'un, son cerveau doit construire une représentation mentale claire et émotionnelle d'une conséquence qui n'arrivera peut-être que dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette opération demande de la puissance de traitement. Et un cerveau dont les ressources de traitement sont limitées va avoir du mal à maintenir cette simulation future avec assez de force pour bloquer l'appel immédiat de la dopamine. Dans son cas, le présent immédiat gagne à tous les coups. C'est un peu comme une partie d'échecs. Un joueur débutant voit un cavalier adverse qui semble vulnérable. La récompense est immédiate et surtout elle est facile à prendre, donc il se contente de prendre la pièce. Ce qu'il ne voit pas, c'est que 3 coups plus loin, cette prise déclenche un piège qui mène à l'échec et mat. Il n'a pas la bande passante mentale pour simuler ses ramifications. L'impulsivité du criminel, c'est souvent ça. C'est pas nécessairement un mauvais caractère ou un défaut moral, mais c'est une limite structurelle dans la profondeur de traitement de l'information. Et ça ne se limite pas qu'au pénal. Une étude d'O'Toole sur des soldats australiens a montré que ceux qui affichaient les scores cognitifs les plus faibles présentaient une probabilité d'accident mortel sur la route significativement plus élevée. C'est pas parce qu'ils étaient maladroits techniquement. Conduire, ça s'apprend assez facilement, même quand on a un bas QI. Mais c'est plutôt qu'ils multipliaient les prises de risques et surtout, ils avaient du mal à les évaluer. Griller un feu orange, ça peut faire gagner 30 secondes, mais ça fait coller de trop près la voiture de devant. Et ça peut causer des accidents.
Dans cette situation aussi, ils ont du mal à inhiber une impulsion face à un danger qui reste trop abstrait pour eux. Tout comme les criminels, ils ont du mal à mettre en balance un bénéfice mineur mais instantané contre un coût futur potentiellement désastreux pour eux. À ça viennent s'ajouter le rôle des traumatismes précoces, ils viennent s'ajouter aux facteurs génétiques. On distingue deux formes d'intelligence. L'intelligence cristallisée qui correspond aux connaissances accumulées et au vocabulaire, et l'intelligence fluide qui désigne la capacité à raisonner, à résoudre des problèmes nouveaux et s'adapter en temps réel. C'est surtout cette dernière qui est sensible aux agressions du développement. Les études en neurosciences et en psychologie développementale montrent que les traumatismes répétés ou la négligence sévère pendant l'enfance exposent le cerveau à des niveaux chroniquement élevés de cortisol. Cette exposition prolongée affecte particulièrement le cortex préfrontal dans les circuits exécutifs, avec des réductions de volume observées dans certaines régions préfrontales et une alternation des connexions nécessaires à l'inhibition comportementale et à la flexibilité cognitive. En gros, ça empêche l'enfant de développer un réseau neuronal efficace qui lui permettra de traiter l'information de la meilleure des façons. Les méta-analyses indiquent que les enfants ayant subi des maltraitances présentent en moyenne des performances exécutives inférieures de 0,5 écart type par rapport aux enfants non exposés, ce qui correspond à peu près à une baisse de 6 à 9 points de QI sur du fluide. Face à un conflit ou une frustration, le répertoire de réponses disponibles se réduit. Le cerveau, dont les ressources de régulation top-down sont affaiblies, bascule plus facilement vers des réactions immédiates et automatiques, dont la violence fait partie. Là non plus, ce n'est pas un déterminisme absolu, mais c'est encore un facteur de risque qui s'ajoute aux vulnérabilités génétiques. Les effets des traumatismes précoces sur les fonctions exécutives et les comportements antisociaux sont en partie atténués par l'effet Wilson. Si les maltraitances et la négligence ont un impact mesurable sur le contrôle inhibiteur et la flexibilité cognitive pendant l'enfance et l'adolescence, leur influence via l'environnement partagé diminue fortement avec l'âge. À l'âge adulte, la composante d'environnement familial partagé devient souvent proche de 0 pour ces traits, tandis que la part génétique augmente. Et les traumatismes ne sont pas indépendants de la génétique. Dans ce cas, on parle de corrélation génétique évocatrice. Les enfants porteurs de variants associés à l'impulsivité et au faible contrôle inhibiteur ont significativement plus de risques de subir des environnements parentaux hostiles et négligents. Les données les plus récentes estiment que 40 à 60% de l'association observée entre maltraitance infantile et criminalité ou dysfonction exécutive ultérieure est attribuable à des facteurs génétiques communs plutôt qu'à un effet de l'environnement pur et causal. Les traumatismes produisent des modifications du cortex préfrontal, mais cet impact se superpose fortement avec la génétique. Il n'agit pas de manière indépendante. En réalité, la criminalité apparaît souvent comme le résultat d'une combinaison de ces trois niveaux. Une charge génétique qui prédispose à une plus grande impulsivité ou à un contrôle inhibiteur plus faible. Des atteintes développementales liées à des traumatismes qui fragilisent encore davantage les fonctions exécutives. Un environnement qui, à un moment donné, rend la transgression plus accessible et plus rentable que les alternatives. C'est rarement l'un ou l'autre, mais presque toujours une combinaison des trois. Le truc, c'est que l'enfant n'est pas une éponge qui absorbe son environnement. C'est plutôt un sculpteur. Et il va sculpter son environnement grâce à sa génétique. Un enfant qui naît avec une charge génétique importante d'impulsivité et un faible contrôle inhibiteur va forcément avoir un comportement difficile très tôt. Il bouge tout le temps, il se concentre pas, il réagit parfois avec agressivité quand on le frustre. Et ce comportement va provoquer des réactions en chaîne autour de lui. Les parents épuisés deviennent plus punitifs ou à l'inverse se désengagent. Les professeurs perdent patience. Les enfants plus calmes s'éloignent naturellement de lui. L'environnement social de cet enfant se durcit progressivement. Il devient punitif, rejetant et excluant. Une fois isolé des groupes positifs, cet enfant va graviter vers les seuls pairs qui l'acceptent encore, les autres enfants marginalisés à cause de leur comportement. Et donc, ils vont développer des comportements délinquants qui seront valorisés par ce groupe d'enfants marginalisés. Sa propre génétique a déclenché un effet boule de neige qui a littéralement créé l'environnement criminogène autour de lui. Finalement, il n'y a pas de querelle entre inné et acquis, tout simplement parce que c'est pas vraiment possible de séparer les deux. L'impulsivité crée le rejet crée la marginalisation, et la marginalisation exacerbe l'impulsivité dès le départ. C'est une toile dont on ne peut pas se séparer des fils. Les outils modernes de la génomique permettent aujourd'hui d'aller encore plus loin dans la compréhension de ces mécanismes. L'architecture génétique de l'impulsivité est complexe. On ne parle pas d'un ou deux gènes isolés, mais plutôt d'une centaine.
Chacun de ces gènes a un petit effet qui est quasiment indétectable tout seul. Les scores polygéniques permettent de tisser ces variations ensemble pour obtenir une probabilité statistique. C'est pas une certitude, mais c'est plutôt un signal. Ces scores ont mis en évidence un facteur qu'on appelle le spectre de l'externalisation. Il regroupe tout un ensemble de comportements d'extériorisation partageant une base génétique commune. Dedans, il y a les troubles de l'attention avec l'hyperactivité, la consommation précoce de substances, la recherche compulsive de nouveautés, les difficultés de régulation des impulsions face au monde extérieur. En bref, ces corrélations génétiques existent, même si elles sont loin d'être absolues et font encore l'objet de recherches. Ce qu'elles suggèrent, c'est qu'on n'est pas face à des prédispositions isolées, mais face à un ensemble plus global de difficultés à réguler ses propres comportements. Si la criminalité s'enracine dans des problèmes biologiques de contrôle des impulsions, ça devrait changer notre approche de la réhabilitation. La logique de dissuasion de notre système pénal repose sur un postulat implicite. La peur d'une sanction future pèsera plus lourd que le désir immédiat et ça empêchera le passage à l'acte. Mais si une partie importante des profils criminels souffre d'une incapacité à se projeter dans le futur, la menace perd toute son efficacité. Le code de notre système est écrit pour des cerveaux qui sont capables de se projeter dans le temps. Ce postulat mérite au moins d'être questionné. Après ce qu'on a vu, on devrait plutôt se pencher vers une prévention qui commence dès l'enfance, en repérant les profils sur ce spectre. L'idée, c'est pas de les stigmatiser ou de les isoler, mais plutôt d'adapter leur parcours. Certains auteurs suggèrent des filières axées sur la pratique du sport intensif, des environnements qui canalisent l'énergie plutôt que de la bloquer. On proposerait aussi des métiers de terrain avec une prise de risque qui est valorisée et utile, comme des métiers de pompiers, de secouristes ou d'intervenants en urgence. Il s'agit d'offrir un terrain de jeu sain à cette adrénaline avant qu'elle ne trouve refuge dans l'illégalité. En d'autres termes, ça permettrait à ces individus de jouer leur carte génétique sur une autre table, où les règles sont différentes. Il y a aussi des questions éthiques. Si demain il devient possible de séquencer l'ADN d'un nourrisson à la naissance et de lire un score polygénique élevé avec un risque d'impulsivité sévère et de comportement externalisant, que fera le système judiciaire ? Le risque d'un déterminisme social basé sur l'ADN est réel. On pourrait se retrouver à classer les individus en fonction de probabilités purement biologiques, à intervenir préventivement sur des comportements qui n'ont pas encore eu lieu. Tout ça, ce sont des scénarios hypothétiques, mais ces découvertes redessinent les contours même de notre libre arbitre. Les cartes qu'on reçoit à la naissance influencent nos impulsions les plus profondes et la façon dont le monde nous traite en retour. Et finalement, qui contrôle la partie ? Personne n'est responsable de son jeu. Ça signifie pas que le jeu est joué d'avance, ça signifie qu'on a besoin de règles du jeu qui tiennent compte de la réalité des cerveaux humains, plutôt qu'un idéal abstrait de rationalité parfaite.